Donc, nous sommes encore dans le chapitre 10 et dans la partie 3, on va voir les helminthes, donc les vers parasites. Je vous mets également un site qui peut être intéressant si jamais vous voulez aller le consulter. C'est un atlas de parasitologie. Les caractéristiques générales des vers, en fait, on peut avoir soit le ver sous forme adulte ou encore sous forme de larve. Il y a certains vers qui sont capables d'une reproduction sexuée. Ça veut dire qu'on a des mâles, des vers femelles et que la femelle peut pondre des œufs. Et on va voir aussi que certains vers qui sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'à l'intérieur du même ver, on a les organes mâles et les organes femelles pour pouvoir faire la reproduction. Donc, le diagnostic de la présence de vers au niveau de l'intestin, au niveau des selles, c'est souvent basé sur la morphologie des œufs qu'on va retrouver à l'intérieur de la selle. On voit ici 3 œufs différents. Et c'est vraiment la morphologie de l'œuf qui va nous permettre d'identifier le parasite qui se retrouve dans la parasitose. On voit aussi que dans certains œufs, c'est un amas cellulaire qu'on va voir à l'intérieur, comme ici, alors que pour certaines parasitoses, l'œuf est déjà embryonné. Donc, ça veut dire qu'on voit la larve, comme vous voyez ici, à l'intérieur. Donc, les vers à l'étude sont classés en 2 groupes, soit les cestodes et les nématodes. Les cestodes, ce sont des vers plats, donc un peu comme un ruban, alors que les nématodes, ce sont des vers ronds, un peu comme les vers de terre qu'on voit souvent sur les pelouses. Donc, on va commencer par les cestodes, donc la morphologie des cestodes, donc les vers plats. Le ver plat est composé soit d'un scolex et du strobile, qu'on appelle le corps. On commence par le scolex, c'est la partie antérieure du ver, donc un peu comme la tête que vous voyez aussi ici, mais non, c'est pas vraiment une tête. Vous allez voir qu'au niveau du scolex, on retrouve des structures, soit des ventouses. Vous voyez ici les 2 ventouses. Et dans certains cas, on va aussi avoir ce qu'on appelle des crochets. Alors, ces structures-là, ça va permettre au ver de se fixer au niveau de la paroi intestinale pour aller s'installer dans l'intestin. Donc, on avait dit qu'on avait le scolex, un peu comme la tête, et on a aussi le corps qu'on appelle le strobile. Le strobile, c'est formé de nombreux segments, donc les segments qu'on appelle des proglottis. Dans la prochaine diapo, sur une photo, on va voir que la taille des segments est de plus en plus grande à mesure qu'on s'éloigne du scolex. Chaque segment possède tout ce qu'il faut pour se reproduire, soit les organes mâles et femelles. Alors, c'est ce qu'on appelle un ver hermaphrodite. On va voir aussi que les segments possèdent tout le temps un port génital qui va permettre d'évacuer les œufs dans l'environnement. Alors, sur la photo de gauche, on a un exemple de cestode, un ténia. On l'appelle aussi le ver solitaire, ça je ne vous l'avais pas mentionné encore. Et vous voyez que le scolex est presque microscopique, donc c'est la petite tête que vous voyez ici. Et à mesure qu'on s'éloigne du scolex, de plus en plus, les segments sont de plus en plus larges, jusqu'à la fin complètement, où on retrouve les segments dont la taille est la plus grande. Vous avez à droite des exemples de segments. Donc, dans la photo, on voit 2 segments complets. On en a un ici, on en a un ici. Alors, on a dit que les cestodes, ce sont des vers hermaphrodites.
Alors, on retrouve dans chacun des segments tous les organes mâles et femelles nécessaires pour la reproduction. Vous avez l'utérus ici. On a les ovaires, en fait. Vous avez les testicules, donc tous les petits points qu'on voit un peu partout. Vous avez le pore génital sur le côté qui permet l'évacuation des œufs et on a également le conduit pour le sperme ici. Maintenant, les généralités pour les nématodes, donc les vers ronds. Il n'y a pas de segment au niveau des vers ronds. On retrouve aussi des vers adultes qui sont de sexes différents. Donc, on a des vers mâles, on a des vers femelles qui sont capables de reproduction sexuée. Suite à la reproduction, il va y avoir soit libération des œufs, donc c'est ce qui nous intéresse surtout chez les parasites qu'on va voir dans le chapitre, mais il y a également des vers qui vont libérer des larves. Et dernièrement, ces vers-là vont posséder un système digestif complet. Donc, on a ici un exemple d'un nématode. C'est le nématode qu'on appelle l'Ascaris lumbricoides. Dans les deux cas, c'est le même ver. Juste vous faire remarquer que la femelle est toujours plus grande que le mâle. Alors, on revient au cestode, les vers plats. Il y en a 3 à l'étude. On a 2 ténias, là, Ténia saginata et le Ténia solium, et on a le ver le Diphyllobotrium latum. Alors, on va voir chacun de ces vers-là dans les prochaines diapos. Donc, ici, on va voir les 2 ténias en même temps. Les deux vont causer une parasitose qu'on appelle la téniase. Donc, ça produit un ver solitaire. C'est cosmopolite. La transmission, on va voir le cycle qui est un peu complexe dans la diapo suivante. Mais chez l'humain, en fait, ça va se faire par l'ingestion de viande crue ou encore de viande mal cuite. Donc, on parle de viande de porc pour Ténia solium ou encore de viande de bœuf pour Ténia saginata. Les manifestations cliniques, étonnamment, c'est souvent asymptomatique ou encore le patient va souffrir de troubles digestifs comme des douleurs abdominales, comme des nausées. Donc ici, on a le cycle de reproduction des ténias. Pour les deux, l'hôte définitif, c'est l'humain. Alors que pour les hôtes intermédiaires, on retrouve soit le bœuf ou soit le porc, selon si c'est Ténia saginata pour le bœuf ou Ténia solium pour le porc. Alors, on va partir au stade numéro 1 que vous voyez ici. Donc, on voit qu'il y a un humain ici qui est parasité. Le ver va libérer des segments dans l'environnement, soit des segments de solium ou des segments de saginata selon son infection. Les segments vont libérer des œufs. Les œufs se retrouvent dans l'environnement, dans le pâturage, vont, mettons, être ingérés par les animaux, soit le bœuf, soit le porc. Après l'ingestion des œufs, les œufs vont libérer des larves. Les larves vont migrer via la circulation dans les muscles et on va se retrouver avec des muscles qui sont en fait contaminés, en fait parasités, on va dire, par des larves. Éventuellement, si jamais on mange de ces animaux-là qui ont des larves à l'intérieur de leurs muscles, si la viande est crue ou mal cuite, c'est à ce moment-là qu'un humain va se retrouver avec un ver solitaire dans son intestin. Et le cycle continue. Donc, le ver va s'installer, va grandir, va libérer des segments dans l'environnement. Le but de libérer des segments, c'est d'aller diffuser les œufs pour poursuivre le cycle. Alors, comment va se faire le diagnostic? En fait,
Bon, le patient qui a un ver solitaire, souvent, il va se retrouver avec des segments qui sont libérés, donc des segments mobiles qui sont libérés soit dans ses sous-vêtements, dans la literie ou encore directement dans les selles. Alors, habituellement, il va consulter en apportant ces segments-là au laboratoire pour identification. C'est possible d'identifier le saginateur ou encore le solium à partir des segments et du scolex, on va le voir un peu plus tard. Souvent, on n'a pas les œufs directement dans la selle, donc les œufs vont rester comme emprisonnés dans les segments parce que le but, c'est vraiment de libérer les segments dans l'environnement extérieur pour aller libérer les œufs, exemple, dans le pâturage là, pour infecter d'autres animaux. Donc, c'est pas tout le temps qu'on a les œufs dans la selle. Par contre, la présence des œufs va nous permettre de faire l'identification, on va le voir un peu plus loin. Alors, pour faire la distinction entre les deux ténias, on retient la morphologie du scolex. Pour Saginata, on retrouve 4 ventouses, mais on n'a pas les crochets. Donc, vous voyez les 4 ventouses ici, mais on n'a pas les crochets. Bon, pour votre information, il y a toujours un seul ver. C'est des vers qui sont très longs, ça peut aller jusqu'à 4 à 10 mètres de taille. Ça peut contenir énormément de segments, donc 1000 à 2000. On va voir qu'on retrouve plus de branches utérines dans le Taenia saginata par rapport au Taenia solium. Et on retrouve dans les deux cas le port génital, un peu comme un volcan sur le côté qui va permettre d'évacuer les œufs des parasites. Alors, j'ai dit qu'on retient seulement la morphologie du scolex. Dans le cas de Taenia solium, en plus d'avoir des ventouses, on retrouve une couronne de crochets ici à l'extrémité. On se rappelle que ce sont les structures qui permettent au ver de se fixer à la paroi intestinale. Bon, je vous laisse lire les autres informations, mais il n'y aura pas de questions là-dessus. Alors, au niveau de l'œuf ou des œufs à identifier, ça, vous devez connaître la morphologie. Alors, on a un œuf qui est rond, mais ce qui est important, c'est de voir la coque qui est striée. Alors, on voit des stries un peu partout autour de la coque, un peu comme une roue de bicycle. Alors, c'est ce que vous devez retenir pour l'identification de ce ver-là. Dernière chose, on n'a pas... on ne peut pas distinguer si c'est Saginata ou Solium parce que les œufs sont identiques pour les deux espèces. Donc, le prochain ver plat, donc le prochain cestode, c'est le Diphyllobotrium latum. Ça cause une maladie qu'on appelle la diphyllobotriose cosmopolite. Transmission, encore une fois, ça va se transmettre si on mange de la chair, mais dans ce cas-ci, c'est de la chair de poisson, soit crue ou mal cuite. Et en général, ce sont des poissons d'eau douce comme le brochet. Dans les manifestations cliniques, soit asymptomatiques, comme on l'a vu tantôt pour les ténias, et une chose importante à retenir, c'est que le patient se retrouve souvent en anémie mégaloblastique. Ce type d'anémie-là, c'est une anémie qui est causée par un déficit en vitamine B12. Donc, il faut comprendre que le ver à l'intérieur de l'intestin va consommer la vitamine B12 à son propre profit. Alors, le cycle de reproduction du Diphyllobotrium latum aussi est un peu complexe. En fait, ce que je vais vous demander de retenir, c'est que les hôtes définitifs, donc ça, c'est les animaux chez lesquels on peut trouver le ver dans l'intestin. Il y en a plusieurs. Il y a l'humain, les chats, les chiens. Et dans l'eau, il va y avoir deux hôtes successifs, soit les crustacés. Les crustacés vont donc ingérer le parasite et finalement, les poissons qui vont manger les crustacés vont devenir à leur tour infectés. Donc, je vous demande juste de retenir ça là, concernant le cycle de reproduction de Diphyllobotrium latum.
Alors, c'est important de connaître la morphologie, en fait, des œufs de Diphylobothrium latum, parce que c'est la morphologie des œufs qui nous permet de faire l'identification. Donc, vous voyez, c'est un œuf qui est quand même assez gros, ovoïde, et deux structures à voir. En fait, vous avez un éperon. L'éperon, c'est la petite bosse que vous voyez ici. Et vous avez à l'autre extrémité les opercules. Donc, c'est comme des pentures là, qui vont permettre à la larve de sortir à l'extérieur de l'œuf. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau de la morphologie du ver, le scolex. Donc, le scolex, on avait dit que c'était un peu comme la tête. C'est différent là, pour le Diphylobothrium latum si on compare avec le ténia. Donc, on voit une tête ici un peu pointue avec deux fentes latérales qu'on appelle des bothrydie. Je vous demande seulement de retenir ça, mais je vous mentionne quand même que c'est un ver solitaire, mais on peut trouver plus qu'un. C'est des vers qui sont très, très longs, donc les plus longs, jusqu'à 12 mètres de longueur. On a encore des segments. Dans ce cas-ci, les segments sont un peu différents parce que les segments sont plus larges que longs et le pore génital y est placé au-dessus, en plein milieu du segment. Alors ici, on a un résumé de nos trois cestodes, soit Taenia saginata, Taenia solium. On retient que les hôtes intermédiaires pour Saginata, c'est le bœuf, pour Solium, c'est le porc, pour Diphylobothrium latum, c'est le poisson. On retient l'aspect du scolex, donc seulement des ventouses pour Saginata. On ajoute les crochets pour le Solium. Et pour le Diphylobothrium, c'est comme un genre de tête un peu allongée, pointue, avec les deux fentes latérales qu'on appelle des bothrydie. Au niveau des segments, donc les proglottis, juste retenir que pour les ténias, les segments sont plus longs que larges. Donc, c'est plus long que large. Alors que pour Diphylobothrium latum, les segments sont plus larges que longs. Aussi, on a le pore ici, le pore pour évacuer les œufs que vous trouvez sur le côté, alors que pour le Diphylobothrium latum, le pore, on ne le voit pas vraiment ici, là, mais il serait à la surface. Important de retenir les œufs ronds, coques striées pour les ténias. Pour le Diphylobothrium latum, c'est un œuf qui est ovale, avec souvent une petite bosse qu'on appelle l'éperon, et des fois, on va réussir à voir les fentes latérales ici, qu'on appelle l'opercule.